L'équité est un combat à tous les jours. Andrés? L'équité est un travail qui reste à faire et à achever. D'accord. David? L'équité doit-il avoir lors des prises de position dans les instances décisionnelles du parti? Cette question a été attribuée à Alexandre. Très bonne question. Je suis un membre fondateur de Québec solidaire, donc j'assiste aux instances depuis très très longtemps. Et j'ai personnellement toujours apprécié le fait que nos deux porte-paroles aient une certaine retenue. Donc quand le débat arrive sur le plancher, et on laisse donc toute la place, le plus possible, à l'ensemble des membres. Parce qu'en tant que porte-parole, on a l'occasion de s'exprimer. Comment faire rayonner Québec solidaire en région alors que nos moyens sont limités, autant au niveau des ressources financières que des contraintes de temps? Yvan? Bonne question. Je suis très content. C'est une réalité que je vis à tous les jours. Les régions, c'est grand. Une campagne électorale, c'est grand. 45 minutes pour aller d'une extrémité à l'autre de Argenteuil. 17 municipalités. Je pense que les solutions, il n'y en a pas de recette miracle, mais je vais faire appel aux danseurs. Le danseur ou le musicien ou l'artiste, c'est la rigueur. Ce n'est pas faire 8 heures par jour de gamme. C'est Si vous êtes élu, comment comptez-vous concilier votre rôle de président et porte-parole avec votre candidature aux élections provinciales? Andrés? Donc, c'est un travail qu'il faut absolument concilier. D'une part, on peut dire que ça va nous avantager d'avoir d'être un porte-parole et un président en termes de visibilité. Et d'autre part, on ne doit pas concentrer ni sur l'un ni sur l'autre, mais on doit concilier les deux en tant qu'on doit ne pas abandonner. La question de revoir justement la question des circonscriptions prioritaires ou intermédiaires. Comment voyez-vous la conciliation entre l'élection de plus de députés tout en augmentant à la fois le pourcentage de vote dans les autres circonscriptions? Visiblement, je n'étais pas dans une circonscription prioritaire. Montarville, c'est une circonscription assez à droite présentement. C'est la Coalition Avenir Québec qui est députée là. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens des régions et ce qui était malheureux peut-être pendant ce débat-là, c'était peut-être qu'ils se sentaient peut-être pas assez soutenus ou il y a eu du moins ce sentiment-là. Et moi, je pense que c'est un sentiment qu'on ne doit pas avoir parce que c'est pas mobilisant. Moi, je pense qu'on est capable de, oui, peut-être allouer un peu plus de ressources financières dans les de partout au Québec qui sont de qualité, qui peuvent former un gouvernement. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir montrer à la prochaine élection. Merci. Il n'y aura pas de grain de sel. Sixième thématique, Alexandre respire. Sixième thématique, Montréal. La région de Montréal. Alors là, parce que nous sommes bons et bonnes, nous avons accordé 1 minute 30. Ou le regard qui déterminait. Ben moi, en fait, j'en ai pas parlé. J'ai été ministre des Transports du Forum étudiant, qui est une simulation parlementaire à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis tombé, en fait, par hasard, à 2 pas du Salon Bleu, sur une étude de 1980 sur le transport des personnes dans l'Est de l'île, qui proposait, en 1984, d'ajouter trois réseaux, en fait, d'ajouter en fait la ligne bleue jusqu'à Anjou, d'ajouter une autre ligne sur l'axe P9 et qui après ça tournait jusque dans Rivière-des-Prairies, et de mettre un tramway jusqu'à Pointe-aux-Trembles, pour un achalandage qui était prévu dans les années 80 de 39 millions de déplacements par année, et qui proposait de faire ça en l'espace de 10 ans avec 500 millions. Donc c'était vraiment un projet mobilisateur, et je pense que Québec solidaire, avec notre plan vert, notre électrification des transports, je pense qu'on a là un projet qui est mobilisateur pour Montréal, un projet qui va ajouter de la mobilité aux citoyennes et citoyens qui résident dans ces endroits-là pour se rapprocher de leur lieu de travail, parce qu'on sait, les ouvriers, les travailleurs, en fait, les personnes qui sont déjà occupés par une bonne partie de leur temps qui est alloué au travail, si vous ajoutez à ça 1 heure de transport en commun, vous ne les aidez pas à avoir une vie équilibrée entre le travail et la vie sociale, les loisirs. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, d'ajouter cette mobilité-là, et toutes les municipalités qui avaient été consultées à l'époque, que ce soit Montréal-Nord, que ce soit Anjou, que ce soit Saint-Léonard,
accueillaient le projet à bras ouverts parce que c'était vraiment quelque chose qui leur permettait d'avancer, qui permettait d'avancer leurs citoyennes et leurs citoyens. Moi, je pense que le transport en commun, c'est important et primordial à Montréal. Merci. Andrés, votre vision de Montréal sous Québec solidaire. Donc, il y aurait énormément de choses à dire sur Montréal, développement économique, transport, environnement, etc. Mais moi, je voudrais plutôt me parler de quelque chose qui me semble essentiel. C'est la question d'un principe. La ville doit être avant tout pour ceux et celles qui y habitent. Dans ce sens-là, moi, je travaille dans un organisme communautaire dans le quartier Villeray à Montréal et je suis à même de constater à tous les jours comment la population qui habite nos quartiers montréalais sont poussés à l'exode, sont presque déportés à cause de l'augmentation faramineuse des loyers et de l'inaccessibilité au logement. Dans ce sens-là, la ville doit faire la place aux populations à faible et très faible revenu et aussi aux classes moyennes. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui à Montréal, c'est l'exode des familles, des jeunes familles des classes moyennes parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès au logement, à la propriété, à cause de la spéculation foncière, à cause de la spéculation capitaliste sur un bien qui est un droit, les logements. Avoir une maison, avoir un droit, ce n'est pas nécessairement une marchandise, c'est le système actuel qui est une marchandise, mais c'est avant tout un droit. Donc, je l'ai dit à tout début du débat, la question de la construction des logements sociaux est essentielle. 50 000 logements sociaux en 5 ans pour l'ensemble du Québec, dont une bonne partie vont venir à Montréal, va permettre que les populations restent sur place. D'autre part, il faut absolument contrôler la montée des loyers à travers le registre des baux. Il me semble, c'est la question fondamentale, la question de l'habitation, c'est par là que je vois le développement de Montréal. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas parler pour un Montréalais, mais je suis entièrement d'accord avec Andrés, avec David, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Les régions, la pauvreté, on doit s'en occuper. Notre économie en région, on doit s'en occuper. Tout ce qui a trait aux régions, on doit s'en occuper. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand ça va mal en région, on fuit où? Dans les grands centres urbains. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'empirer votre problème. Alors moi, personnellement, je ne connais pas tous les enjeux de Montréal, mais je connais mes enjeux en région. Et je vais tout faire pour améliorer les régions. Et je vais me faire plaisir, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je suis sûr que tout le monde connaît l'histoire du colibri. Ce petit oiseau qui éteint son feu. On a tous notre travail à faire et on fait tout ce qu'on est capable de faire. Merci. Alex? Montréal. Montréal, c'est la métropole francophone des Amériques. Et si on veut qu'elle le devienne, qu'elle le maintienne plutôt, notre principal défi, c'est de garder les familles à Montréal. Vous savez qu'il y a un exode faramineux des familles. Dès qu'on a son deuxième enfant, souvent, on quitte Montréal et on s'installe en banlieue. Si on veut que Montréal demeure la métropole francophone des Amériques, il faut garder les familles à Montréal. Comment on va y arriver? On a abordé la question du logement. Andrés a couvert plusieurs éléments. Je rajouterais peut-être seulement la question de la rénovation domiciliaire éco-énergétique pour contribuer à baisser un peu la facture d'Eau Québec. Mais ce qui me semble important, c'est la question aussi du transport. Vous savez, la ligne bleue ne se rend toujours pas très loin dans l'est de la ville. Le prix du métro ne cesse d'augmenter. Si on veut que les gens restent à Montréal, il faut qu'on puisse avoir de la mobilité, qu'on puisse pouvoir se faire entre d'un quartier à l'autre sans sa voiture. Et évidemment, il faut améliorer la fréquence des autobus, la fréquence des transferts entre les autobus et les métros aussi. Mais ce qui me tient à cœur et ce qui a marqué mon quartier Hochelaga-Maisonneuve au tournant des années 80, c'est les délocalisations d'emplois. Si on veut que les gens restent à Montréal, il faut qu'il y ait des emplois aussi à Montréal. Mon quartier s'est à peu près appauvri instantanément au tournant des années 80 quand plusieurs usines ont fermé parce qu'ils sont partis ailleurs. Très récemment, encore pas trop loin de chez nous, l'usine Mabé a fermé, la raffinerie Shell également a fermé il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut absolument qu'on mette de l'avant à Québec solidaire un plan contre les délocalisations d'emplois et qu'on fasse en sorte qu'on puisse reprendre les usines et que les travailleurs et les travailleuses du Québec soient en mesure de travailler ici et de la faire vivre notre ville de Montréal pour qu'elle respire. Merci. Bon, chers amis, j'ai besoin de vous consulter.
À ma montre, il est 26. En principe, la discussion avec la salle commençait à 12h30. Est-ce que je vous donne une pause de 2 minutes et demie? Oui. Ou si on enchaîne? On enchaîne? Je ne serai pas fâché. Vous allez vous lever si vous avez besoin d'un petit café, faire pipi. OK, d'accord. On enchaîne. Merci pour ces 2 premières parties de discussion. Et maintenant, on va entamer la discussion avec le public. Je vous rappelle qu'il me faut des questions courtes, des questions auxquelles vous souhaitez que l'ensemble des candidats répondent. Alors, monsieur, c'est à vous, nommez-vous. Yves Chartrand, je suis le gars Maisonneuve. Bon, premièrement, je trouve ça super intéressant, la variété des candidats. Je trouve que ça reflète une belle profondeur du parti à différents niveaux de la société. Ça, c'est super. Deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas délégué au Congrès, je ne pourrais pas voter. C'est un peu dommage parce que Justin Trudeau a été élu par les membres et les sympathisants du Parti libéral, puis nous seulement par les délégués. Votre question? Il va falloir changer ça pour le futur. Ma question, d'après moi, au niveau économique, on s'en va dans un mur au niveau mondial. Au niveau écologique, c'est la même chose. Est-ce que pour vous, votre vision de Québec solidaire, pour maintenant et le futur, se situe dans l'axe de la gauche traditionnelle ou de la gauche radicale? Je pense qu'on peut faire une bonne distinction de ces deux gauches-là dans plusieurs pays. Si on prend la France, si on prend le parti de gauche radicale en Grèce qui a failli à la dernière élection être le premier parti du pays. Bref, pour vous, c'est une différence entre gauche traditionnelle et gauche radicale, puis vous êtes de quelle option? Et dans une vision mondiale de développement. Mondiale. Parfait. Alex? Moi, je vous avoue que je m'identifie à gauche. Donc, gauche radicale, gauche traditionnelle. Je vous laisserai de juger à partir de mes positions, mais j'ai de la misère à me qualifier à ce niveau-là. Par contre, ce qui me semble essentiel, c'est que lorsqu'on parle d'économie, on doit aussi parler d'écologie. C'est fini, ça, le temps lorsqu'on parlait de développement économique, et comme si c'était quelque chose qui était en dehors du développement écologique. Ça doit maintenant être fusionné. Ça doit faire partie d'une même vision. On a donc un plan vert, il y a une belle campagne qui s'en vient à l'automne à ce niveau-là, et il faut absolument expliquer à l'ensemble des Québécois et des Québécoises, notamment lorsqu'ils sont en région, que le plan vert, le virage écologique, c'est créateur d'emplois, c'est du développement durable. C'est pas un appauvrissement. Refuser le pétrole, c'est pas dire on va rester pauvre dans notre coin. Au contraire, quand on dit refuser le pétrole, c'est qu'on dit développer la biomasse, développer le solaire, développer l'éolien, et ça, c'est créateur d'emplois, notamment en région, et on doit le dire très fort. Parfait. De quelle gauche êtes-vous? J'ai beaucoup de difficultés. Je suis dyslexique. De droite, on n'a plus le choix. Il faut travailler ensemble vers des politiques progressistes, vers le féminisme, vers une santé, vers une agriculture. Tout ça dans une proximité et une accessibilité. Nous devons réinventer le village. Qu'on ait un village à gauche ou à droite, on doit avoir un... On n'a qu'à voir, ici même au Québec, un parti québécois qui disait à gauche, qui a coupé les salaires dans la fonction publique dans les années 80, qui a appliqué la politique du déficit zéro, qui coupe dans les programmes sociaux. Est-ce un parti de gauche? Non. Moi, je pense que la vraie gauche, c'est une gauche qui apporte une critique radicale, une critique qui remet en question les fondements même de notre système économique et qui apporte des solutions, une nouvelle vision. Mes collègues l'ont dit, je les dis, par exemple, une de ces visions-là, c'est la question de l'écologie. C'est la question d'un développement économique respectueux de l'environnement et qui remet tout en question les relations. Amir, hier soir, à la projection à contre-courant, aurait dû répondre à une question semblable. Et je pense que j'aime beaucoup ce que tu as dit, Amir. En fait, nous autres, on veut une transformation radicale de la société. On veut un changement radical, mais on veut le faire à travers des réformes. Et je pense que c'est beau avec Québec solidaire. On a cette espèce de jeu-là qui, oui, on veut une belle transformation, mais on veut la faire avec des réformes. Et puis, après ça, vous me placez où ce que vous voulez. Je me suis souvent dit que j'étais comme un peu à la limite de la frontière de ce qu'on appelle la gauche radicale. J'ai lu beaucoup, en fait, en sciences politiques à l'UQAM, on lit Marx et tout ça, et puis bon, c'est des textes qui m'interpellent, mais en ce moment, ce qui m'interpelle, je pense, c'est la fondation récente du réseau hyposocialiste.
qui est fondée par une bonne partie de membres de Québec solidaire. Et je pense que c'est la vision de l'avenir, c'est de concilier la gauche, parce qu'on ne peut plus faire d'économie, de concilier la gauche et l'environnement, parce qu'on ne peut plus faire d'économie sans faire d'environnement. Il y a même d'ailleurs un texte dans Le Devoir qui disait qu'il y a une interprétation écologiste qu'on peut même faire de Marx et de la gauche. Et je pense qu'il y a une espèce d'ébullition dans la société en ce moment en train de se dire il y a l'environnement, il y a la gauche, puis c'est la voie qu'il faut suivre. Je pense que c'est ça qui est le fun avec Québec solidaire. C'est cette base dans ma circonscription, à la hauteur du fleuve Saint-Laurent, dans les îles de Boucherville et tout ça. Et on a été le seul parti politique dans la circonscription à se prononcer contre. En fait, même on en parlait aux citoyennes et aux citoyens, ils ne connaissaient même pas l'existence de ce projet et on leur apprenait qu'il y avait un risque dans la circonscription et là, ça allumait quelque chose, ils disaient « mais ça va pas ». Et on a beaucoup de citoyennes et citoyens de ma circonscription qui sont allés à la conférence de Greenpeace qui se passait, je crois, à Terrebonne ou dans ce coin-là, justement, à propos du renversement du flux. Et je pense que les citoyennes et les citoyens se sentent mobilisés par ce projet-là. Et Québec solidaire, je pense qu'on doit appuyer ces citoyennes et ces citoyens-là dans leur lutte, dans leur revendication contre, justement, le renversement du flux, mais également dans l'exploitation des hydrocarbures. On a vu, je pense, le maire de Gaspé aussi qui s'est prononcé contre l'exploitation des hydrocarbures dans sa municipalité. Je pense qu'il y a un mouvement, justement, qui s'enligne contre ça. Et ce qui est important, c'est d'appuyer les citoyennes et les citoyens dans toutes ces revendications-là. Parfait. Yvan. À Saint-Janvier, le 30 avril, on a une série de citoyens. On a M. Stephen Guilbeault, j'ai un blanc de mémoire. Enfin, à Saint-Janvier, le 30 avril, à 19h, les citoyens se réunissent. Parce que nous sommes contre les sables bitumineux. Nous devons dire non. Et le moyen que l'on a de dire non, c'est de donner des outils à nos citoyens. C'est de donner l'information, de la partager. Et c'est pas juste bon de critiquer. Non, 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 c'est pas bon. C'est quoi ce qu'on propose en alternative? Moi, je suis pour construire. Donc, il faut proposer. On est contre les sables bitumineux. Mettons de l'avant toutes nos énergies alternatives. Parfait. Alexandre Escalier. Comment appuyer les luttes pour freiner? On va répéter l'exercice qui a été fait avec les gaz de schiste. C'est-à-dire prendre l'argument économique de son adversaire, qui est les exploitants de gaz et de pétrole, et leur virer contre eux. Eux nous disent quoi? Ils nous disent on va utiliser vos régions, on va les développer en exploitant le gaz de schiste et le pétrole. Nous, on répond quoi? Attention, avez-vous calculé le coût sur la nappe phréatique, par exemple, d'un accident sur le gaz de schiste? Avez-vous calculé le coût d'un accident d'une plateforme pétrolière sur le Saint-Laurent qui nous gaspillerait tout notre fleuve, qui sacrerait l'économie à terre? Excusez, je me suis un peu emporté. Mais on doit reprendre l'argument économique et le revirer contre eux pour leur dire non, au contraire, ce que vous nous dites, c'est pas vrai, c'est plutôt coûteux. Vous n'avez pas fait les calculs, retournez faire nos devoirs. Nous, on les a fait nos calculs. On a un plan vert, on a un plan économique qui allie développement durable et écologie. C'est en faisant ce plan-là qu'on va développer nos régions et qu'on va créer des emplois. Ce n'est pas un Québec solidaire de mener cette lutte, c'est une lutte qui appartient d'abord et avant tout aux mouvements sociaux, aux citoyens, aux citoyennes organisées. Nous sommes là en appui. Nous pouvons produire des communiqués de presse, nous pouvons faire des interventions en chambre, etc. Mais il me semble que c'est une belle occasion pour approfondir encore une fois notre relation avec les mouvements sociaux en lutte autour de cette question en particulier. Il ne s'agit pas seulement de dire Merci. Monsieur, c'est à vous, allez-y. Oui, bonjour, Ludwig Boquin-Baudry, Saint-Marie-Saint-Jacques. Depuis le début de Québec solidaire, on dit que c'est un parti des urnes et de la rue. Ma question va être d'ordre plutôt stratégique. On est rendu à 15 000 membres. J'y vois là une machine de mobilisation formidable, mais qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. Et le prochain porte-parole président qu'on va élire va être la figure de proue de cette dite machine. Ma question est donc la suivante. Dans quels endroits, plus précisément, dans quelles circonscriptions, outre celle où vous êtes présentés, messieurs, voyez-vous que cette machine-là pourrait faire une différence dans les urnes? Très bien, merci beaucoup. On va faire en sens inverse, Andrés. Dans quelle circonscription cette formidable machine pourrait encore plus mobiliser?
Donc, Québec solidaire, c'est une question d'organisation relativement complexe, difficile à répondre dans une seule minute. Et donc, il y a deux objectifs. Donc, faire élire davantage les députés, et on le sait à peu près dans les circonscriptions où on peut faire élire des députés. Et d'autre part, il faut augmenter notre niveau de vote au niveau national. Donc, c'est un jeu d'équilibre assez délicat, mais on doit faire en sorte que les gens qui militent dans les circonscriptions, où il y a peu d'espoir de faire élire des députés, qu'ils ne sentent pas qu'ils travaillent pour rien. Donc, les partis, moi, c'est ce que j'avance, c'est la question des campagnes politiques qui se font à l'extérieur des campagnes électorales. Donc, on doit outiller ces militants et militantes-là, leur donner des journaux, du matériel, des argumentaires, etc., pour qu'à longueur d'année, ils puissent aller à la rencontre de la population. Et comme ça, petit à petit, en organisant des activités dans l'ensemble du Québec, on va réussir à faire monter notre vote d'une part au niveau national, et il va y avoir des secteurs qui vont se démarquer au-delà des circonscriptions qu'on dit prioritaires. Machine pourrait faire le travail. Je ne m'étalerai pas sur l'autre. Donc, il faut qu'on le dise, ce qu'on veut, il faut qu'on le dise. Et quand on va dans la rue, il faut qu'on s'organise mieux. Vous savez, souvent, comme le 1er mai arrive, on se revient de bord une semaine avant, oups, il faut pas qu'on fasse un tract, il faut qu'on distribue. Donc, il faut mieux qu'on s'organise quand on va dans la rue. On pourrait donc relancer le comité journal, le comité de mobilisation pour que lorsque des grandes mobilisations de ce masse se font au Québec, on soit présent et qu'on soit efficace. Les régions. J'ai de la difficulté avec ce mot, et comme je dirais en agriculture, semons des graines et laissons faire la nature. Ayons confiance en nous. Ça va être le seul secret de prendre confiance et de dire que, comme l'Alexandre a si bien dit, on aura le pouvoir. Puis plus que ça, on aura notre pays. Et ça, on l'aura seulement et aussi longtemps que les régions, les centres métropolitains, que tout le monde va se sentir inclus. Et ça, c'est le mot de Québec solidaire. C'est le parti de l'inclusion. Tout le monde a la même valeur. Parfait, merci. Moi, je pense qu'il faut prendre l'exemple sur notre plateforme qui est en mode alphabet de valeur, qu'une autre a plus de chance qu'une autre. Je veux dire, il y a des chiffres, vous le savez probablement plus que moi aussi, là, vous savez, vous le sentez sur le terrain quand vous êtes dans une circonscription qui a une chance de gagner. Moi, je sais un peu quelques-unes également, mais je crois qu'on a des candidates et des candidats partout au Québec qui sont de qualité. Et je pense que c'est ça qu'il faut valoriser également. Pas juste celles et ceux qui ont des chances d'être élus, mais également de faire progresser le parti à l'échelle nationale. Merci. Isabelle Parent, Laurier-Dorion. Étant donné que le mandat du porte-parole est de 2 ans, quelle est votre vision du parti en 2015? Oh, bonne question. Alors, nous allons commencer par Yvan, qui applaudit justement. Moi, j'aurais envie de dire, je suis très inspiré par tout ce qui ressort des membres de Québec solidaire. Mais d'autant plus, moi, mon inspiration première, et puis c'est ça que j'aimerais partager avec vous, la nature, elle est là pour nous dire ce qu'on a à faire. Tout est dit dans la nature. Je prends l'exemple de la solitude. Avez-vous déjà vu dans une forêt un arbre seul? Progressé, en fait, depuis la fondation du parti, on a 2 députés maintenant, on a des circonscriptions où on a fini 2e, 3e, et puis on a fini 4e dans toutes les circonscriptions. C'est une première, en fait, pour Québec solidaire en 2012. Je pense qu'on peut être fier du chemin qui a été accompli. Dans 2 ans, on sait qu'il va sûrement y avoir une élection dans les 2 prochaines années. Je pense que j'apprends rien à personne. Un gouvernement minoritaire qui est chambranlant un peu. Après ça, est-ce que ça veut dire que ça va être un gouvernement majoritaire? Probablement pas, parce que Québec solidaire est appelé à prendre de l'expansion et donc est en train de déstabiliser peut-être cette alternance entre 2 partis politiques. Et je pense que c'est là que notre rôle va... en fait, ça va être une espèce de slingshot, en fait, si on veut. Donc, on va partir, puis là, ça va, plus on va aller, plus on va suivre une courbe exponentielle. Et je pense que c'est ça. Et cette qualité s'obtient à travers la discussion et la formation interne. Donc, on peut faire de cette machine-là de 15 000 membres un outil d'éducation populaire, évidemment, je viens du communautaire, un outil de communication vers la population. Si nous réussissons cela en 2015, ce serait bien. Un autre élément, c'est la question de réussir à créer des comités sectoriels de travail. C'est-à-dire ne pas travailler uniquement sur la base des circonscriptions, mais aussi
travailler sur la base du secteur syndical, secteur écologiste, secteur féministe, etc. Nous avons déjà établi certaines bases dans ces domaines-là, mais il me semble qu'on doit aller encore plus loin. Parfait. En 2015, je serai assis au Salon Bleu. Je partagerai un bureau avec Andrés et avec plusieurs autres députés, souhaitons-le. Et nous serons en train de voter à majorité le projet de loi pour la création de Pharma-Québec. La fois d'après, c'est avec nous autres qui va être assis en face. Réal Lefebvre de la Rive d'Orient. Alors, bravo pour tout votre bel enthousiasme et votre grande capacité à analyser autant d'enjeux à la fois. C'est beau de voir ça. On s'en va, on se remet dans une élection dans une perspective peut-être de 2015, qui sait, avec un gouvernement minoritaire. À Montréal, c'est un grand enjeu. Montréal est composé d'une multitude de communautés culturelles. Comme porte-parole, quel serait... comment vous voyez votre travail là-dedans, votre force à être capable de rejoindre autant de communautés culturelles à Montréal? C'est un enjeu important. Pour faire des gains, oui. Certains. Merci, M. Lefebvre. Alors, on va commencer avec Yvan. La question est très difficile. Comment inclure chaque personne, chaque communauté? En fait, pour les inclure, on n'a qu'une seule chose qu'on a à Québec solidaire. On fait de la politique citoyenne participative, une vraie démocratie. Et pour cette raison, tout le monde a son mot à dire. Et chaque mot a autant de valeur que le pape, que le premier ministre, que tout ce que vous voulez, parce que nous sommes tous des habitants de la Terre. Et pour cette raison, par des petits gestes, être dans la rue, c'est-à-dire que sourire à la pauvreté, parce que la pauvreté, elle est là, dans la rue, elle est partout. C'est quand on ignore. La pire insulte que l'on peut faire à quelqu'un, c'est de passer à côté de lui et de l'ignorer. Donc pour cette raison, nous devons partager et nous devons inclure. Et c'est la force de Québec solidaire. Parfait, merci. Je vais demander à Andrés. Je suis convaincu que le vote des communautés culturelles, tout particulièrement, n'est pas monolithique. Tout d'abord, vous avez des communautés culturelles plutôt très anglicisées, anglophones, qui, d'une part, votent oui, beaucoup sur l'axe fédéraliste, souverainiste. Il y a d'autres communautés. Par exemple, dans ma circonscription, dans l'Orient d'Orient, les quartiers Villeret, Parc Extension, la communauté des communautés francophones, les Maghrébins, les Latino-Américains, les Haïtiens, dont une bonne partie de ces communautés sont en mesure de voter d'un pour un projet souverainiste et surtout des deux pour un projet social qui répond à leurs besoins. Donc, on doit viser d'agrandir les votes des communautés ethniques, des communautés culturelles envers nous. Et la même chose peut être dite à propos des anglophones. Dans ma circonscription, lors des dernières élections, nous avons visé d'obtenir les votes anglophones de gauche. Et dans une bonne partie, nous l'avons réussi malgré notre option souverainiste. Qui sont de culture très catholique et vaguement conservateur, je me disais, s'ils savaient que je suis dans une mosquée avec un à dire, qu'est-ce qui passerait de leur petit-fils? Mais je me suis dit, justement, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est beau, c'est que nous, à Québec solidaire, on va voir les gens, on va voir les communautés culturelles et on est capable de leur parler. Et si on est sérieux dans notre ambition de faire du Québec un pays, il faut qu'on se dise clairement cette... Je pense que Québec solidaire a déjà accompli beaucoup de choses, d'ailleurs, avec les communautés culturelles. Et c'est important de dire avec ces gens-là, parce qu'ils sont impliqués dans notre parti. On va déjà les rencontrer. Je pense que c'est important de continuer ce travail-là. Andrés a parlé aussi de la communauté anglophone. Bon, moi, j'ai une partie de ma famille qui est anglophone, plus anglophone Gatineau et tout ça. Mais ça m'a
inciter à peut-être plus m'intéresser justement, du moins à l'anglais, puisque c'est une partie quand même historique du Québec. On s'entend, il y a une communauté anglophone qui est ici, présente. Monsieur, c'est à Christophe Bedeau, merci. Alors, lors du printemps, je suis responsable de la Commission de vie démocratique et régionale pour une raison, parce que j'y crois, et de travailler justement à améliorer, à approfondir notre discussion sur qu'est-ce qu'on va présenter comme projet démocratique aux gens, de l'appliquer une fois au pouvoir. Et c'est ça qui est le fun. On a une belle réforme du mode de scrutin, on a des propositions sur la décentralisation qu'on a améliorée d'ailleurs pour la prochaine plateforme, vous allez voir dans les propositions du Congrès. Donc c'est ça qui est mobilisateur avec Québec solidaire, c'est ça qui est intéressant avec nos réformes démocratiques. Puis je suis très content de travailler déjà sur ce dossier-là et je veux continuer à apporter ce dossier-là. Merci. Parfait. Vous le savez peut-être, dans Chicago Maisonneuve, il y a vraiment il y a beaucoup d'anarchistes. Et ils espéraient des fois me pincer pendant la campagne en me disant « Oui, vous êtes à gauche, bon, ça va, mais vous n'êtes pas pour la démocratie directe. » Ah bon, OK. Alors là, moi, ce que je leur disais, je reprenais quelque chose qui a été fait dans Mercier, au moins une fois par année, puis on pourrait peut-être y aller un peu plus loin, peut-être 2 fois par année. Une assemblée est organisée avec le député, et là, on font confiance pour les prochaines élections à Québec solidaire. Dans mon comté aussi, il y a beaucoup d'anarchistes, et puis voilà, on pense avec cette question-là. Nous aussi, on a mis de l'avant la question d'une redevabilité plus grande du député envers ses compétents, donc des assemblées, des bilans et aussi des projections vers l'avenir. Mais il me semble qu'il faut dépasser comme de faire en sorte que les scrutins proportionnels mixtes soient mis en place le plus tôt possible parce que c'est une mesure fondamentale de la démocratie. Ce n'est pas seulement sur le terrain politique qu'on peut atteindre la démocratie directe, c'est aussi et surtout là sur le terrain économique. Moi, je prends la participation des communautés locales aux décisions qui les concernent. On pourrait parfaitement penser qu'une communauté locale élabore une vision, une planification sur la direction économique qu'ils veulent donner à leur région ou à leur localité. Je tiens à remercier tous les étudiants qui m'ont ouvert les yeux avec le printemps, j'aime le dire, désirable. Parce que vraiment, je viens des régions et après 2 campagnes électorales, me promener avec le carré rouge. Je vais juste vous raconter une anecdote. Quand Amir s'est fait arrêter au mois de juin, on me claquait la porte dans les régions. Ah, Québec solidaire. Pour le 4 septembre, à la Générale, après le débat des chefs, on m'ouvrait grand la porte. Ah, Françoise. Le vent de fraîcheur. Oui, d'accord, on continue. Mais les gens, ils disaient, on va voter stratégique. Là, c'est comme, j'avais envie de me mettre ici, là, ne me parlez plus de stratégie. Parlez-moi de démocratie. Et les étudiants, c'est ce qu'ils nous ont démontré au printemps désirable. Nous n'avons plus de démocratie. On est en train de nous enterrer 5 sous la soi-disant loi de l'État policier ou je ne sais pas quoi. Enfin, Alors, chers amis, dans notre grande bonté, on s'est dit que vous étiez encore nombreux. On va prendre 10 minutes de plus, mais je sais pas tout pour leur permettre de vous dire leur principal message. Madame, c'est à vous. Oui, Molly Alexander de Gouin. Oui. Bonjour, moi, ma question est par rapport avec la tendance des partis de gauche vers la bureaucratisation. Une fois qu'on atteint le pouvoir, on a tendance à viser purement une vision électoraliste. Ma question est par rapport aux partis de la rue et partis des urnes. Comment voyez-vous votre rôle éventuel
au niveau du parti de la rue, d'assurer que le côté mobilisateur, le côté justement revendicateur des milieux sociaux progresse au même rythme que le parti des urnes. Autrement dit, comment ils voient leur rôle, si c'est une priorité et si c'est est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans la mobilisation citoyenne. C'est clair? OK. Je vais prendre la deuxième question. Bonjour, Hugo Lafrenière, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Avec l'Assemblée constituante, je pense que Québec solidaire propose la stratégie d'accession à la souveraineté qui est la plus réfléchie sur la scène québécoise. De souveraineté, Québec solidaire devienne la principale alternative. Vous aimeriez répondre? Yvan demande de répondre. Alors, ce sera Yvan et David pour ces deux questions. Je suis très content des deux questions parce que je vais les assembler ensemble. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut apporter? En une minute. Moi, ce qui me plaît, j'ai besoin d'apporter aux gens des solutions pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant? Pas dans 10 ans, aujourd'hui. Quelle est l'action qu'on peut poser pour remettre à l'heure nos pendules? Et ça, c'est chaque citoyen, chaque citoyenne qui ont ce pouvoir. Et c'est ça qui est important. Donner aux gens des possibilités simples, qu'elles soient dans la consommation, dans l'économie d'énergie, dans notre façon d'être auprès des autres, d'être inclusif, de s'occuper de notre pauvreté, de s'occuper par des actions directes et immédiates que l'on peut trouver dans nos communautés. Comme par exemple contrer la malbouffe en région, faire plus de repas communautaires, de cuisine communautaire. Et au plan de la souveraineté? Au plan de la souveraineté, ben c'est la même chose. Plus on va avoir préséance sur nos actions, eh bien, on va déjà commencer par être souverain chez nous, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de notre économie. Je l'ai dit tantôt, on doit réinventer le village. On doit redonner la place du village, la place aux bouchers, la place aux artisans. C'est terminé. Parfait. David. Sur la première question, je pense qu'on s'est donné à Québec solidaire plusieurs balises pour justement éviter de tomber dans l'électoralisme et de demeurer le parti des urnes et de la rue. D'où le poste de porte-parole extra-parlementaire, en fait, qui n'est pas élu à l'Assemblée nationale, donc qui a tout le loisir, en fait, de pouvoir justement rester à proximité des mouvements sociaux. Et ça, je pense que c'est une belle réussite qu'on a à Québec solidaire de s'être doté de cet outil-là. Et je serais très fier de pouvoir le faire parce que moi, je pense que c'est important aussi d'aller voir nos membres, de les consulter, puis d'aller voir la population aussi. Et d'ailleurs, ça amène sur... Parce que je ne vous vois pas. Alors, madame, c'est à vous, nommez-vous. Alors, Virginie Chevalier de Crémazie. Ma question, en fait, j'aimerais savoir, en plus du minimum de revenu garanti... D'empathie avec les candidats. C'est ce que je fais. Selon vous, laquelle des grandes orientations de Québec solidaire, la souveraineté, la protection de l'environnement, des programmes sociaux, des services sociaux qui sont en mesure de répondre à toutes les problématiques posées par la diversité des situations sociales. À la panoplie des difficultés affrontées par la population dans différents moments de leur vie. En 10 secondes, la plus grande, la une meilleure. Minute par question? Non. Depuis le début, on a une minute pour les deux questions. Première question, moi j'ai été vraiment scandalisé au dernier budget péquiste lorsque j'ai constaté qu'ils ont coupé dans le transport adapté pour les personnes. Par contre, arriver au pouvoir, hein, on ne peut pas faire 15 projets de loi en même temps. Alors, quel serait le projet de... On doit les respecter puis prendre en considération la place qu'ils ont. Si un jour on travaille en démocratie avec une proportionnelle, autant aux urnes, ça va faire une différence, ça va faire aussi une grosse différence dans le travail. Surtout de travailler avec les autres partis. De travailler avec les autres partis. Parfait, merci de la question. Je vais vous demander une réponse en rafale de 30 secondes. Sur cette base-là, et défendre la souveraineté, par exemple, avec eux, s'ils tapent sur la tête des pauvres. Moi, je dirais, on pourrait s'inspirer de la façon dont Amir travaille en ce moment. Nous, on est pour quoi? On est pour nous. On est pour un Québec solidaire. On n'est pas pour des alliances avec les autres partis. À chaque fois qu'on laisse la porte ouverte, je pense, avec le Parti québécois, on leur redonne une couche de vernis social-démocrate et on légitimise le vote stratégique. Donc, à mon avis... Exemple Québec solidaire, parce que c'est de la démocratie participative. Tout le monde a son